Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Comme vous l'avez vu au titre, on va commencer cet espace commentaire avec une question de John Te sur le Starship. L'Air Force veut investir 50 millions dans le programme Rocket Cargo afin de développer des systèmes de largage en plein air de cargo en parachute qui soient compatibles avec des lanceurs suborbitaux réutilisables dont la charge utile est de 30 à 100 tonnes. Le but est d'étudier la compatibilité des lanceurs avec différentes plateformes de lancement dont les terrains vagues. Étant donné que la vitesse terminale du Starship est de 200 km/h sur Terre, vous pensez que c'est idéal pour larguer du cargo, voire des gens en parachute ? Bonjour John Te. En effet, l'US Air Force a fait des déclarations étonnantes le 4 juin. L'armée de l'air américaine estime que les lanceurs commerciaux pourraient jouer un rôle important pour la logistique militaire au cours des prochaines décennies. Une fusée de classe orbitale peut rejoindre n'importe quel point du globe en moins de 60 minutes. Ce qui peut s'avérer intéressant pour accompagner un déploiement de force rapide. L'idée traîne dans les cartons depuis longtemps, mais l'US Air Force estime que les lanceurs commerciaux ont récemment atteint des capacités et des coûts qui la rendent viable en pratique. La proposition de budget 2022 de l'armée de l'air américaine comprend donc une enveloppe de 47,9 millions de dollars pour soutenir le développement de prototypes. Plusieurs capacités sont visées, être capable de larguer en vol ou de se poser sur des terrains non préparés par exemple. SpaceX et son Starship sont bien évidemment pressentis comme particulièrement intéressants pour l'application envisagée par l'US Air Force. Mais d'autres lanceurs sont apparemment aussi envisagés. La réflexion en est encore à ses tout débuts. On se rappelle par ailleurs que la Chine a elle aussi présenté un concept de vaisseau réutilisable capable de faire du vol suborbital de point à point. Un dérivé militaire ne serait donc pas très étonnant. Il reste qu'un tel concept risque de poser un véritable casse-tête pour l'équilibre de la Terreur. Un véhicule suborbital rapide voyageant entre les États-Unis et un point chaud du globe pourrait être interprété comme une frappe nucléaire, au risque de déclencher une riposte. Allez, pour la prochaine question, on part sur Mars et on va prendre des nouvelles d'Ingenuity. Comment Ingenuity se préserve des intempéries martiennes et des conditions extrêmes ? Il pèse moins de 2 kg, ne risque-t-il pas d'être balayé par les vents ou n'y a-t-il aucun vent sur Mars ? Bonjour Xavier. Ingenuity est essentiellement une démonstration de technologie. Les propriétés de l'atmosphère martienne commencent à être bien connues, et c'est ce qui a permis à la NASA de concevoir un drone capable d'y voler. Il est très léger et possède des pales tournant à grande vitesse pour s'accommoder de la fine atmosphère de Mars. Pour la NASA, les aventures d'Ingenuity conservent cependant un caractère expérimental, comme nous le prouve son 6e vol. Au cours de celui-ci, Ingenuity devait s'élever à 10 mètres, se déplacer sur 200 mètres environ et se poser dans une nouvelle zone. Seulement, après 54 secondes de vol, le petit hélicoptère a été pris de secousses violentes. Cette vidéo prise avec une des caméras du drone nous montre ainsi des oscillations assez importantes, de 20 degrés environ. Ils ont apparemment été accompagnés de pics de consommation électrique. Fort heureusement, Ingenuity est parvenu à se poser sans problème, à quelques mètres de la zone prévue. La NASA est par ailleurs parvenue à comprendre rapidement ce qu'il s'est passé. La caméra de navigation d'Ingenuity capture 30 images par seconde lors des vols. Ces images sont analysées par un algorithme de navigation qui aide à corriger la trajectoire du drone en cas d'écart avec ce qui est attendu. Une des images capturées par le système a apparemment été perdue, ce qui a créé un décalage dans les métadonnées des autres images qui a fortement perturbé l'algorithme. Ce dernier a donc poussé le drone à effectuer des manœuvres correctives qui sont les oscillations en question. Cette mésaventure nous montre que les systèmes d'Ingenuity sont très bien conçus et lui permettent de survivre à un dysfonctionnement notable. Le drone est parvenu à se stabiliser et à atterrir dans ces conditions. Ses capacités devraient aussi lui venir en aide pour gérer des très faibles vents martiens. Retour sur Terre et plus précisément en Chine avec la prochaine question. Qu'en est-il du cargo chinois qui aurait dû rejoindre la station chinoise ? Bonjour GTM et Aerospace. Le vaisseau cargo chinois Chenzhou 2 est parti avec du retard, mais il a bien fini par décoller.
La fusée Longue Marche 7, le transportant, a été tirée samedi 29 mai et le vaisseau s'est amarré à la nouvelle station chinoise de manière automatique 8 heures plus tard. Il emporte du carburant pour aider la nouvelle station à se maintenir à la bonne altitude, qui est un petit peu plus basse que celle de l'ISS. Le vaisseau embarque aussi des équipements qui permettront de préparer la première mission habitée à destination de la station. La nourriture et les combinaisons de VA qui seront nécessaires aux 3 premiers membres d'équipage sont ainsi déjà en orbite. Shenzhou 2 devrait donc rester amarré au module Tianhe au moins jusqu'à l'arrivée de cette première mission, qui est pour le moment attendue autour du 17 juin. C'est un calendrier qui reste assez incertain. La Chine ne communique pas toujours ses dates de lancement très en avance. L'assemblage de la nouvelle station chinoise devrait en tout cas continuer tout au long de 2021 et 2022. 9 autres lancements sont prévus pour arriver à son terme. Elle comportera alors 3 modules pressurisés et sera régulièrement desservie par des vaisseaux cargo et des vaisseaux habités. Une sorte de mini-ISS avec la Chine pour seul acteur. Dès septembre prochain, elle sera occupée par un équipage permanent de 3 taïkonautes. Si on ajoute à ça tous les projets de tourisme ou de cinéma orbital, il devrait y avoir beaucoup de monde dans des stations spatiales à la fin de l'année. On enchaîne avec la question de Benjamin sur Relativity Space. Relativity Space, un lanceur réalisé en impression 3D, peux-tu nous en dire plus ? Bonjour Benjamin, on va revenir sur ton commentaire pour discuter d'une actualité très intéressante chez Relativity Space. L'entreprise a réalisé des levées de fonds massives ces derniers mois. $1,5 milliard en novembre dernier et 650 millions supplémentaires le 8 juin. Elle est maintenant une des entreprises les mieux financées du New Space. Ces investissements doivent lui permettre de développer plusieurs lanceurs, dont la caractéristique principale est d'être en majeure partie imprimés en 3D. Le premier s'appellera Terran 1 et sera un micro-lanceur capable d'envoyer 1,2 tonne en orbite basse. Le second est une sorte de mini Starship. Relativity vient justement de communiquer sur ce dernier, à l'occasion de sa récente levée de fonds. Il porte le nom de Terran Air. C'est un lanceur à 2 étages, entièrement réutilisable, ayant recours à des moteurs au méthane. Niveau capacité, il doit être capable de placer 20 tonnes en orbite basse en configuration entièrement réutilisable. Il fera 66 mètres de haut pour 4,9 mètres de diamètre. La fusée devrait être capable de mener des missions interplanétaires jusqu'à la Lune ou Mars. Relativity ne semble pour le moment pas vouloir se tourner vers le vol habité. L'entreprise annonce avoir déjà trouvé un premier client pour un vol inaugural qui doit avoir lieu en 2024. Ce mini Starship a en tout cas su séduire de nombreux investisseurs. La NASA et l'armée américaine ont déjà accordé des contrats de lancement à Terran 1, la première fusée de l'entreprise, qui est toujours prévue pour décoller cette année. À voir si les institutionnels américains vont suivre l'entreprise sur son projet beaucoup plus ambitieux de lanceur entièrement réutilisable. Le Starship pourrait donc se retrouver rapidement en concurrence avec un véhicule aux capacités similaires, mais plus petit. Ce qui pourrait intéresser bon nombre d'acteurs. Il serait par exemple plus facile de faire le plein d'une Terran Air sur Mars que d'un Starship. On va terminer cet espace commentaire avec des photos magnifiques de Ganymède. Bonjour Gabriel, comme on vous le disait mardi, la sonde Juno vient de réaliser un survol rapproché de Ganymède, la plus grande lune du système solaire qui gravite autour de Jupiter. Le survol s'est déroulé à une altitude d'un peu plus de 1000 km, ce qui en fait le passage le plus rapproché depuis 20 ans. La sonde a déjà pu nous transmettre 2 photos en haute résolution que vous voyez maintenant à l'écran. Elles ont été prises avec 2 instruments différents et ont permis d'imager une grande partie de la surface du satellite. La plus petite photo illustre la face sombre de Ganymède. Elle a été réalisée dans des conditions de luminosité faible et témoigne de la qualité des instruments de Juno. On y aperçoit des cratères d'impact et des surfaces ridées. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions scientifiques de ces images. L'idée est de les comparer aux photos prises par d'autres sondes au cours des 40 dernières années pour voir comment la surface de la Lune a pu évoluer. La sonde devrait continuer à envoyer des images supplémentaires du survol, ainsi que des mesures de la magnétosphère et de la ionosphère de Ganymède. Ces dernières vont aider la NASA et l'ESA à préparer leur future mission à destination des lunes de Jupiter.
Dénommées JUICE et Europa Clipper, elles vont décoller dans les années qui viennent et arriver dans le système jovien à la fin de la décennie. Ce sont des missions très ambitieuses qui devraient aider à mieux comprendre Ganymède, Europe, Callisto et leurs potentiels océans souterrains. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.